on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Vous allez avoir une présentation d'une étude qui a été menée conjointement par Audencia, NAPF et aussi Deloitte sur les bonnes pratiques de gouvernance. Ensuite, on aura une petite présentation et un échange avec vous. Et on vous présentera aussi brièvement une des formations que nous avons développées liées sur ces dimensions-là, sur un certificat pour administrateur et gouvernance d'entreprise, dont nous allons bientôt lancer la 4e promotion et répondrons à toutes vos questions sur le sujet. Je vais laisser la parole à Damien, Anne et Yves pour vous parler un peu plus en avant de cette étude dont vous avez, mais il ne faut pas déflorer le sujet, l'extrait sur vos bureaux et pupitres respectifs. Damien. Très bien. C'est Damien qui s'y connaît. Ouais, donc on commence juste peut-être 2-3 mots sur NAPF parce que dans la salle certains connaissent très bien, mais d'autres n'en ont peut-être pas entendu parler. C'est toi qui passes les slides, ouais. Donc voilà, NAPF ça existe depuis 1990, ça a été créé quand la bourse a quitté Nantes en fait pour intégrer le giron d'Euronext. Et à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre d'agents de change, notamment Philippe de Porzampar, qui est encore très impliqué dans l'association, et également la CCI, qu'il fallait perpétuer cette place-là, ce lieu de rencontre en fait entre des financeurs, des investisseurs et des chefs d'entreprise. Parce qu'une bourse, ce n'est pas seulement un lieu de transaction financière, mais c'est vraiment un lieu de rencontre. Et donc, eh bien, pendant longtemps, NAPF a réuni en fait les acteurs de la finance, du chiffre, du droit, et puis des sociétés cotées. Et voilà 2-3 ans, NAPF a décidé d'ouvrir l'âge pour que la finance puisse irriguer vraiment tout le territoire. Donc, on est en train d'intégrer de nombreuses entreprises qui sont des ETI, des PME, des startups aussi, avec un beau potentiel de croissance, pour mettre toutes les forces de la finance au service d'un développement durable, voilà, des entreprises. Et donc on est. L'administration est pas au complet dans cette salle. Exact. Le bureau. Exact. Et donc, si on revient juste en arrière pour dire, on a un bureau, un conseil d'administration, donc on est doté d'organes de gouvernance. Donc vous pourriez penser qu'il est très masculin, mais en fait, Anne Blanche nous a rejoint. Voilà, récemment, et j'ai oublié d'actualiser la présentation. C'est ce que je lui disais en aparté sous forme de bout de salle. Ouais, et comme on essaye de se renouveler de ce côté-là, il faudrait que ça suive. Alors voilà, donc on est structuré en 5 commissions, plus un groupe de jeunes managers, dont une commission gouvernance qui est présidée par Anne Blanche. Voilà, donc vous voyez. Et alors qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors pour essayer de présenter de manière claire ce qu'on fait, on le regroupe sur 2 axes. Il y a un axe qui est de la réflexion à la réalisation. Donc il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de travaux de réflexion à partir de problématiques de financement, de gouvernance, de transmission d'entreprise, avec donc des commissions qui s'occupent de ces sujets-là, qui font travailler des équipes et qui vont décider en fait d'un certain nombre de livrables qui peuvent être des publications. Donc dans le domaine de la gouvernance, vous avez celle-ci, qui peuvent être l'idée de lancer un fonds dédié à certains types d'entreprises. Ça a été un des sujets sur lesquels la commission financement a travaillé. Et puis ça peut être également de mettre sur pied un petit cercle de réflexion sur la croissance externe pour des chefs d'entreprise, avec des éclairages ponctuels d'experts. Voilà, donc un certain nombre de réalisations autour des questions de la finance, de la gouvernance et de la transmission. Donc une réflexion qui conduit à des réalisations, et ces réalisations, elles peuvent être en fait ouvertes à un très large public. C'est le cas par exemple de petits déjeuners mensuels qu'on organise à la CCI et qui réunissent 100 à 120 dirigeants sur des thématiques d'actualité. Voilà, mais ça peut être aussi des rencontres qui sont là plus dans l'esprit d'un club pour que les entrepreneurs aient la possibilité de rencontrer des patrons des banques, du capital investissement et aussi des conseils pour nouer autrement des liens, parce qu'on sait très bien qu'en la matière, pouvoir nouer des liens de confiance, apprendre à se connaître, eh bien, c'est aussi une des clés du développement, et l'entrepreneuriat passe par là. Voilà un peu ce qu'on fait, et donc parmi ces 5 commissions, il y en a une, la commission gouvernance,
Et voilà. Alors j'ai appris que en fait la commission gouvernance, elle existe depuis très longtemps au départ, puisqu'elle a été créée avec la commission financement, qui montrait bien que voilà, quand on parle finance, il y a toujours des enjeux évidemment de confiance, de pilotage du risque, qui nécessitent évidemment de mettre en place une certaine gouvernance. Et puis aussi avec une dimension assez émotionnelle, parce qu'on parle du patron, du pouvoir du patron, la manière dont les décisions sont prises. Et ça va nécessiter peut-être des lieux pour pouvoir réfléchir calmement en mettant autour de la table des conseils, des investisseurs et des entrepreneurs pour essayer de faire avancer des solutions de gouvernance dans le monde des entreprises. Je suis frappé, très récemment, je rencontrais une start-up et quelqu'un qui accompagne de très nombreuses start-up et il nous a dit, nous, on a identifié la gouvernance maintenant comme étant vraiment un des facteurs clés, si ce n'est le facteur clé en fait, de la réussite dans la durée d'une start-up et donc de la confiance qu'elle va pouvoir transmettre à des investisseurs potentiels. Donc je parle de la commission voilà. gouvernance. Donc qu'est-ce qu'on... Alors peut-être on va remonter le temps en fait et vous parler peut-être de ce document que vous avez sur table, qui est effectivement la dernière production de la commission gouvernance, qui est sortie à l'occasion de la dernière assemblée générale de NAPF, c'était en juin dernier, et qui est l'aboutissement de travaux que nous avons menés tout au long de l'année N-1 sur ce qu'est la gouvernance en fait, et quand on a souhaité parler de gouvernance, on a souhaité se débarrasser de tout l'aspect juridique de la gouvernance en se disant la gouvernance c'est pas seulement le conseil d'administration, le conseil de surveillance, la gérance, le directoire en fonction de la façon dont est organisée l'entreprise, mais c'est la façon dont le chef d'entreprise prend ses décisions et la façon dont il s'entoure pour prendre ses décisions. Et on s'est dit que si on partait de ce postulat, excuse-moi je me mets devant toi, si on partait de ce postulat, il fallait que la gouvernance soit quelque chose d'agile en fait, et que la gouvernance elle ne devait pas être figée et qu'elle devait évoluer en même temps que l'entreprise évoluait. Et on est parti du principe que c'est pas parce qu'on est une start-up, tu prenais cet exemple à l'instant, qu'il faut se priver d'une gouvernance, et on doit, même si on démarre une activité, mettre en place une gouvernance à minima et s'entourer du regard d'experts, de tiers, voire extérieurs à l'entreprise. C'est pas parce qu'on est une entreprise mature qui vit un petit peu sur un rythme de croisière qu'il faut se priver du regard de quelqu'un de l'extérieur et notamment d'un administrateur indépendant. C'est pas parce qu'on n'est pas à l'international qu'il faut se priver du regard de quelqu'un qui y est, parce que ça peut effectivement nous aider à franchir ce pas. Donc l'idée ça a été de dire il faut que la gouvernance elle soit agile, et c'est en allant à la rencontre de quelques chefs d'entreprise de la place qu'on a réunis dans ce petit document qu'on a essayé de faire cette démonstration en fait. Donc ça c'est l'aboutissement des travaux de cette année de réflexion. Je regarde Yves en même temps que je me parle, parce que Yves fait partie de la commission gouvernance, donc j'espère que je n'ai pas trahi les propos. Je pense que tu peux ajouter que, en fait, ce qu'on a découvert aussi au cours de cette année de travaux, c'est qu'il y avait quasiment autant de formes de gouvernance que d'entreprises qu'on avait interviewées. Tout à fait, absolument. Et effectivement, on s'est bien rendu compte que le chef d'entreprise, il sortait effectivement de l'aspect juridique et qu'il s'entourait de ses pairs, soit parce qu'il les rencontre dans des réseaux extérieurs, le CJD par exemple, ou un club APM ou d'autres, et que tout ça finalement, ça participe à la gouvernance parce que ça l'aide finalement à construire sa décision et à bâtir sa stratégie. Donc ça, on va dire que c'est la publication la plus récente. Je vais remonter un petit peu plus dans le temps, parce que je pense que c'est important qu'on parle aussi des travaux que nous avons réalisés sur l'équilibre des genres dans les conseils d'administration, puisqu'au moment où la loi Copé-Zimmermann est sortie, c'est un peu mon dada, donc je ne vais pas me priver de l'évoquer ce soir. Au moment où la loi Copé-Zimmermann est sortie, on est allé à la rencontre des chefs d'entreprise de la place, et on s'était fendu à l'époque d'un petit questionnaire, alors qui a eu un succès d'estime, mais on a quand même recueilli quelques informations. Et les chefs d'entreprise nous disaient c'est bien gentil tout ça, mais on va les trouver où ces femmes pour les faire entrer dans nos conseils d'administration? Parce que la problématique de l'équilibre des genres, c'est quand même plutôt de faire entrer des femmes dans les conseils que l'inverse. On est assez rarement dans la situation inverse. Et puis,
on a essayé de créer quelques réunions autour des femmes qui auraient pu être intéressées par le sujet. Et puis, on entendait les femmes nous dire, mais ça nous engage à quoi de prendre un poste d'administrateur? C'est quoi notre responsabilité? Ça va être quoi notre rôle? On n'est pas formé pour ça. Et donc, de fil en aiguille, on s'est rapproché d'Audencia. Il y avait Étienne Redor, qui à l'époque était dans la commission, qui nous a dit, mais peut-être qu'à Audencia, on peut vous aider effectivement à réfléchir autour de ça. Et de fil en aiguille, on s'est dit que il fallait effectivement former les administrateurs, que finalement les administrateurs indépendants devaient professionnaliser leur rôle en fait, et a germé l'idée de créer cette formation d'administrateur en fait pour professionnaliser le rôle d'administrateur, qu'on a bien sûr ouvert aux hommes et aux femmes, parce qu'on ne voulait pas être sectaire ou sexiste en la matière. Et puis parce qu'on s'est vraiment dit que c'était important de professionnaliser cela, que les administrateurs indépendants, s'ils voulaient exercer leur rôle avec efficacité, il fallait qu'ils soient armés pour le faire, et qu'ils comprennent pas seulement les aspects juridiques du fonctionnement de la gouvernance, et pas seulement comment fonctionne un conseil d'administration, les différents comités qui composent ce conseil, mais qui comprennent aussi qu'il y avait des questions de posture, qu'il fallait à la fois challenger la direction générale, mais en restant bienveillant, que c'était important de comprendre les bons dosages et les équilibres dans les conseils. Et donc du coup, on a embarqué tout ça dans cette formation d'administrateur. Alors j'espère que je ne dévoile pas, parce que vous aviez l'intention de dire... Vous me déflorerez. Après. Donc voilà, grosso modo, les travaux de la commission gouvernance sur les dernières années là, qui viennent de s'écouler. Et puis alors, si je reviens à nos préoccupations d'aujourd'hui, nous avons orienté nos travaux sur un autre axe, c'est l'axe du rôle des salariés dans la gouvernance de l'entreprise, et comment faire de l'implication des salariés dans la gouvernance un facteur de performance pour l'entreprise. Et c'est ce sur quoi on essaie de travailler. On aimerait aller sur ce sujet aussi à la rencontre des chefs d'entreprise de la place. On en a déjà rencontré quelques-uns qu'on a reçus en commission pour commencer à maturer un petit peu notre réflexion sur le sujet. Et notre idée, c'est d'avoir un document peut-être comme celui-là, ou qui lui ressemblera, ou sous une autre forme, mais de là aussi recueillir ce que les chefs d'entreprise de la place font en la matière, pour que les uns et les autres puissent s'enrichir des expériences de chacun. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux dire sur la commission de gouvernance. Est-ce que je suis complète, monsieur le directeur Complète, il faudrait plus de temps. Oui, bah oui, c'est un peu rapide, c'est clair. Mais l'essentiel. Voilà. Je laisse la parole à Yves. Très bien. Donc, Yves Couillard, donc je représente l'Institut. Répondre à des questions, je pense. Oui, bien sûr. L'Institut français des administrateurs. Donc, cet institut a été créé il y a 13 ans, en 2003, donc, par Daniel Lebègue, un ancien du Trésor et de la Banque de France, aussi donc en partenariat avec des institutions telles que Ronex, mais aussi des partenaires tels que Deloitte ou EY, KPMG, Fidal, Mazars, ainsi de suite, qui sont toujours nos partenaires historiques d'ailleurs dans la vie de l'association. Il y a 3600 membres aujourd'hui, et également, un petit peu comme NAPF, nous avons une dizaine de commissions, moi-même faisant partie de la commission ETI, mais voilà, il y a des commissions sur différents thèmes. Et puis il y a des clubs qui animent telle ou telle chose. Par exemple, il y a des clubs de secrétaires de conseils d'administration. Voilà, enfin, toutes les dimensions de la vie d'entreprise sont couvertes ici ou là par un club ou une commission. Aujourd'hui, c'est Agnès Touraine qui en est la présidente depuis 2 ans, donc, qui est une ancienne de Vivendi. Il y a un conseil d'administration de 18 membres, où il y a beaucoup de femmes. Je pense que Agnès Touraine avait eu à faire un équilibre. Et je pense que c'est bien 50-50, d'après ce que j'ai pu voir, parce que ça m'est arrivé de plancher devant. Voilà. Au niveau de... Alors, il y a une présence dans les régions. Nous avons 7 délégations régionales, dont celle du Grand Ouest que j'anime depuis près de 3 ans. Je tenais à vous dire quand même un petit peu la volumique, je dirais, des administrateurs dans la région. Aujourd'hui, au-dessus du 1 million d'euros de chiffre d'affaires
pour prendre le monde des entreprises, nous avons à peu près 13 000 administrateurs quelque part dans les entreprises. Hein, c'est à peu près ça. Et si on prend les entreprises de plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a à peu près 1300 administrateurs dans cette région Grand Ouest pas Grand Ouest, j'entends Pays de Loire, Bretagne. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a un grand champ, je dirais, de formation devant nous et de professionnalisation, parce que c'est quand même ça le thème historique, hein, c'est qu'il y a une grande professionnalisation qui s'installe partout dans le monde, y compris en France. En Europe, le pays le plus évolué là-dessus, c'est la Grande-Bretagne, puisque en Grande-Bretagne, une entreprise cotée ne peut nommer un administrateur que si d'abord il a eu une formation à l'Institute of Directors, IOD, et que d'autre part, il a été présenté par un organisme tiers, c'est-à-dire un cabinet de recrutement. Donc une entreprise cotée ne peut pas juste proposer 2-3 amis comme ça. Hein. Il y a une démarche très, très, très structurée. Il y a 5 ans, l'IFA, compte tenu de tout ce contexte, a mis en place la première formation au niveau national, donc en partenariat avec Sciences Po. Ce programme aujourd'hui tourne 5 fois par an avec des promos de 25 personnes. En région, la seule formation qui existe en partenariat avec l'IFA, c'est celle-ci que nous avons ici à Audencia, qu'on a démarré il y a 3 ans. Donc où les promos sont de l'ordre de 10 personnes. Donc voilà, on a des marges de progrès, mais voilà, c'est très bien qu'on ait pu démarrer et qu'on démarre la 4e donc au mois de novembre. Nous avons des thématiques un peu particulières en région, parce que d'abord, il y a très peu de sociétés cotées. Hein. Sur le Grand Ouest, nous avons 25 entreprises cotées. Donc c'est pas grand-chose par rapport aux 800 nationales. Par contre, nous avons aussi beaucoup d'associations. Savoir, le Grand Ouest, c'est 20% des associations de France. Ça représente 160 000 associations. Et dans les 160 000, beaucoup emploient du personnel, voire des centaines ou des milliers de personnes. Et nous voudrions bien, avec le temps, avoir un certain nombre des administrateurs de ces associations dans cette formation, parce qu'on estime qu'ils ont toute leur place pour se joindre au monde de l'entreprise. Nous avons également une problématique régionale qui est le grand nombre de sociétés qui sont sous des formes dites SAS, donc à structure simplifiée, puisque, et d'ailleurs c'est dans le Grand Ouest où il y en a le plus en France, puisqu'on atteint un taux de 84% de SAS dans les entreprises de plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une petite problématique si on veut se soucier de gouvernance, parce que une SAS peut très bien choisir de ne pas avoir d'instance de gouvernance structurée. C'est ce qu'on observe, hein, à peu près 3 ou 4% seulement ont une instance déclarée. Et donc nous en avons fait un thème national. Donc de la même façon que nous planchons sur certains thèmes ici avec NAPF, au niveau national, nous on porte la gouvernance des SAS, c'est-à-dire comment faire revenir les gens qui sont en SAS avec une gouvernance structurée. C'est-à-dire on garde la SAS, mais s'il vous plaît, vous ajoutez un conseil d'administration ou un conseil de surveillance pour vous aider à prendre de meilleures décisions dans le futur. En fait, le thème général de la gouvernance, c'est la pérennité de l'entreprise. Ce n'est pas autre chose. C'est comment faire les meilleures décisions pour que mon entreprise aille plus loin demain. Au fond, ça revient toujours à ça. Et donc, plus vous avez un panel d'entrepreneurs de profils variés autour de vous pour vous aider à faire les meilleures décisions, plus vous avez de chances de gagner et d'aller plus loin avec votre entreprise. Voilà ce que vous voulez dire en petite intro. Alors, à partir de tout cela, il y a une réflexion, on est toujours plus intelligent à plusieurs, et comme le disait très bien Anne, l'idée c'était d'associer plusieurs points de vue et de réflexion. Alors, premier élément qui était important, je reviendrai,
La parité, on parle souvent de la loi Copé-Zimmermann, et c'est effectivement très important parce qu'on arrive à l'échéance fatidique et on se rend compte qu'on n'est pas encore complètement dans les pourcentages, c'est une réalité. Oui, j'ai oublié de l'illustrer d'ailleurs. Oui. Voilà. Alors, on a calculé que sur la région Grand Ouest, on est à 15% de femmes sur les instances qui sont censées respecter la loi Copé-Zimmermann. Donc on est en deçà des chiffres nationaux. Oui, donc il manque, à fin 2014, il nous manquait à peu près 200-250 femmes dans les conseils du Grand Ouest. Donc ça veut dire que finalement cette formation elle a aussi une résonance, c'est d'expliquer qu'on se rend compte que la formation ou le développement des compétences c'est un moyen aussi de répondre à ces enjeux-là et de faire émerger des femmes et de donner des idées aux hommes, puisque si on est en retard, ça veut dire que comme on est soit une femme, soit un homme, ça veut dire que dans les gouvernances en général, l'homme est surreprésenté, donc c'est faire émerger ça, et c'est l'objet de cette formation. En même temps, on n'a pas voulu faire une formation spéciale administratrice. Pourquoi ? Parce que nous avons la conviction, je pense partager, mais a fortiori à Audencia, que la problématique, comme on l'a évoqué, est une problématique d'abord de gouvernance et de pérennité de l'entreprise. Donc à un moment, ce programme-là, il a vocation à assurer aux personnes qui le suivent d'être des administrateurs ou des aides à la gouvernance le plus efficace possible pour les entreprises auxquelles les personnes sont associées. Donc ça, c'est un point très important qui nous est cher. Le deuxième point, il y a une nouvelle loi qui est passée qui oblige maintenant les entreprises de plus de 1000 salariés à avoir maintenant dans leur instance un administrateur salarié. Donc ça, c'est une nouvelle loi qui est aussi importante parce qu'on se rend compte, nous on y est confrontés, nous avons des administrateurs salariés dans notre conseil d'administration et on se rend bien compte que très souvent il y a un vrai travail sur la posture. Je reviendrai sur la formation, le fameux triptyque, comprendre la stratégie, comprendre la finance, la création de valeur, comprendre évidemment ce qu'on attend d'un administrateur, ça aide, quel est le rôle des différents comités, commissions, et en même temps il y a la posture, et quelle posture je dois adopter, quel développement, quelle posture de leader, voilà, c'est pas la même chose, on n'est pas dans une posture de dirigeant opérationnel. Comment je communique, comment je fais passer des informations, comment je comprends les jeux de pouvoir. Cette formation l'adresse aussi parce qu'il ne faut pas se tromper. Dans un conseil, dans un comité de direction, on a des dirigeants qui sont dans une posture, quand on est au COMEX, on a des postures d'agilité et de rapport au pouvoir. On a les mêmes postures, les mêmes problématiques au niveau des instances de gouvernance, de conseil d'administration. Par contre, vous n'êtes pas dans le même rôle, donc ce n'est pas tout à fait la même façon d'évoluer. Donc ça aussi, c'est adressé, parce qu'on sait très bien que le fond, c'est une partie du succès en tant qu'administrateur, mais ce qui fait vraiment votre succès, c'est votre capacité à faire passer les messages de façon intelligente. Donc ça, on voit bien, on travaille énormément de par, je dirais, les mises en situation, mais aussi les jeux de rôle et l'aspect leadership qui est évoqué dans cette formation sur ces postures pour s'assurer qu'on dépasse la simple posture de technicien. Parce qu'on se rend compte dans les conseils d'administration, pas forcément la personne qui a la meilleure vision du business qui est la plus entendue. Donc il faut absolument bien comprendre ça. Donc, et ça, on y tenait beaucoup. Le dernier élément, il nous apparaissait dommage, dans le cadre du territoire de la région, puisque c'est une terre d'évangélisation pour tout ce que vient de dire Yves d'ailleurs, sur tous les critères, de devoir monter à Paris. On pense qu'on a un tissu sur la région Grand Ouest qui est en attente de ce type de formation et qu'on ne peut pas laisser simplement Paris former pour voir au développement de notre territoire. Donc ça fait partie de notre mission aussi, c'est de s'assurer que dans la région, les dirigeants, les futurs membres de conseil d'administration puissent trouver une formation ou un lieu d'échange, plus qu'une formation, d'ailleurs je préfère dire que c'est un lieu d'échange, ce sont des séminaires. Si je devais vraiment définir, ce sont des séminaires avec un fil rouge qui, je pense, au bout de ces 9 jours et demi, puisque c'est non seulement la seule formation de province, mais c'est aussi la formation la plus longue aussi sur cette thématique-là, qui permet vraiment d'accompagner les personnes qui la suivent dans un changement de posture et qui leur permettent que vous soyez déjà en place ou pas en place, ou dans une instance qui n'est pas formellement une instance avec un administrateur, de vous retrouver dans une situation où vous apportez une valeur ajoutée à la société ou aux sociétés, aux associations dans lesquelles vous êtes présent en tant qu'administrateur. Ça, c'est un point très important. Donc, on aide aussi, on croit beaucoup à la maïotique, les témoignages des 3 promotions nous le démontrent. Non seulement elles ont appris des intervenants de haut niveau, dont il fait partie, mais elles ont énormément appris d'échanges entre elles. Et je pense que, comme le disait très bien Anne, quand on lit finalement, vous avez dit gouvernance, on s'aperçoit qu'il y a autant de pratiques que d'entreprises, donc vous imaginez la richesse que c'est de faciliter les échanges entre administrateurs présents ou futurs
qui évoluent dans différents environnements et qui peuvent effectivement se nourrir et se dire finalement je ne suis pas si seul que cela. Et moi aussi je suis confronté à telle problématique et comment j'adresse telle ou telle problématique. Voilà. Donc voilà un petit peu brièvement résumer la formation. Donc maintenant ce que je vous proposais, comme le disait Anne en préambule, c'est on s'enrichit plus des questions du questionnement. Donc illustrons ça. Quelles sont les questions que vous pouvez avoir par rapport à la thématique de gouvernance, par rapport à la formation, plus globalement par rapport à ces enjeux sociétaux dont on a parlé également. Moi j'évolue dans une SARL en tant que directeur. Alors je côtoie beaucoup de dirigeants, mais plutôt de SARL. J'aimerais bien intégrer un conseil d'administration, de formation, mais je vois pas l'après. Comment rentrer? Est-ce que ça se fait par cabinet de recrutement? Est-ce que ça se fait par réseau? C'est quelque chose effectivement que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans ma présentation, mais tu pourrais le dire aussi. Mais NAPF effectivement a réfléchi à la fois quand on travaillait sur la commission qui a débouché sur cette formation, à quel pouvait être notre rôle en fait pour effectivement mettre en relation ces chefs d'entreprise qui cherchent des administrateurs et les administrateurs qui cherchent des mandats. Alors, on ne s'est pas senti légitime jusque-là à dresser des listes d'administrateurs potentiels, mais on réfléchit quand même à essayer d'organiser quelque chose autour de ça. Et une des idées qui a été proposée au conseil d'administration et qui a recueilli son accord, c'est de faire travailler NAPF Jeune Manager, que tu n'as pas présenté tout à l'heure d'ailleurs à l'occasion de ta présentation, mais très rapidement. De faire travailler NAPF Jeune Manager sur l'organisation d'une manifestation en fait, qui aurait pour but de faire se rencontrer des entreprises qui cherchent des administrateurs et des individus, en fait, des personnes physiques qui, elles, cherchent des mandats d'administrateurs pour répondre justement à cette fameuse question qu'on me posait au tout début en disant mais comment on fait pour trouver des administrateurs, et des administrateurs qui disent bah, comment on fait pour trouver effectivement des mandats d'administrateurs. Je me trompe peut-être, mais dans ce que je peux côtoyer, c'est plutôt par cooptation ou des copains qui rentrent dans des conseils d'administration, mais rarement des... Oui, alors c'est vrai, ça fait partie aussi de notre réflexion et de la raison pour laquelle on en est arrivé à l'idée de se dire qu'il fallait qu'on soit sans doute acteur de cette chose-là, c'est qu'on observe aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cooptation effectivement à l'intérieur des conseils d'administration des entreprises de la place, que beaucoup d'administrateurs ne sont plus indépendants parce qu'ils sont cooptés par un copain qui lui-même siège dans le conseil d'administration de son entreprise, et je pense qu'il y a effectivement un petit peu d'oxygène à apporter dans les conseils d'administration qui aujourd'hui, alors c'était bien quand les administrateurs indépendants, quand la loi sur l'obligation d'avoir des administrateurs indépendants est tombée, ça a été aussi vécu comme une contrainte et une obligation par les entreprises. On se rend compte avec du recul que finalement c'était quelque chose de vertueux et que ça a apporté un éclairage au conseil d'administration. Mais aujourd'hui, ces administrateurs indépendants qui ont été nommés maintenant il y a une dizaine d'années ne sont plus vraiment indépendants, et on est à un moment un peu charnière où il va falloir effectivement renouveler ces mandats, et je pense que du coup ça crée des opportunités pour des... Mais peut-être Yves, tu peux dire un mot de IFA Recrute là Oui, alors on a... Évidemment c'est un thème qu'on discute avec chacune des promos. Alors c'est clair qu'en France, d'une façon générale, en France, le recrutement de dirigeants, ça se passe aussi à 2/3 par le réseau. Hein. C'est un poids qui n'existe pas. Je parlais de la Grande-Bretagne tout à l'heure. 80% des postes de dirigeants sont fournis par les cabinets. Donc, cette histoire, donc l'évolution historique, ça va bouger. Hein, cette ligne, elle va bouger parce que cette cooptation entre gens qui se connaissent, ça a un côté sympa, mais ça a une limite dans l'enrichissement du débat. Non, parce que vous ne vous débattez pas de la même façon avec votre copain ou avec quelqu'un qui, vous connaissez moins bien. À l'IFA, on a mis en place un dispositif qui fonctionne plus ou moins bien parce qu'on est aussi confronté à cette concurrence de la cooptation, mais on a un outil qui s'appelle je cherche un administrateur.com qui permet à des entreprises donc de rechercher d'une façon professionnelle un administrateur dans notre base, en sachant qu'on a à peu près 1200 administrateurs candidats à des postes d'administrateurs sur les 3600 que j'évoquais tout à l'heure. Et donc par ailleurs, donc on recueille les desiderata de ces
personnes qui souhaitent adhérer ou intégrer un conseil. Voilà. Et donc quand il y a une opportunité, le dispositif les met en relation, mais de façon organisée et pas n'importe qui postule sur n'importe quoi. Voilà. Alors ça a repris un peu de vitesse ces derniers mois, donc j'observe. Donc là il y a un peu plus de mouvement, bon, tant mieux. Donc ça fait partie des choses qu'on ajoute aussi. Il y a 1200 administrateurs en recherche de mandat. Non, il y a, enfin, dans la base des 3600 membres de l'IFA, il y a 1200 personnes qui ont évoqué l'intérêt de prendre un poste supplémentaire. Alors, il faut savoir que... Ça, c'est France entière. Oui, c'est France entière, c'est France entière, c'est France entière. Et il faut savoir que, de façon générale, même quand les gens recrutent par cooptation, il y a beaucoup plus de candidats que de postes. Hein. Donc il y a aussi une concurrence. Il ne faut pas se le cacher, hein, il y a une concurrence. Oui. Bonjour, Yves Clisson, donc moi, je suis président d'une ESAS qui était à l'origine d'une ESA et que j'ai transformée en SAS parce que... Oui, c'est une mesure de contournement qui a bien marché. Oui, mais tout simplement, on va pas rentrer sur ce que c'est qu'un conseil d'administration d'une ESA et une ESAS, mais à un moment donné, ma SA avait un conseil d'administration avec les règles du nombre d'administrateurs minimum obligatoire, 7. Voilà, donc ça collait très bien. Mes associés étaient que des porteurs de parts. C'était des gens qui venaient d'un groupe dans lequel on était à l'origine, qui étaient porteurs de parts. À un moment donné, on a fait un LBO pour pouvoir sortir un certain nombre d'associés qui n'avaient plus y être, et on s'est retrouvé avec un nombre d'associés qui était inférieur à 7. Et la solution, qui nous facilitait par d'autres points aussi, ne serait-ce que financier, etc., c'était de passer en SAS. Donc voilà, je vois les choses. J'ai quand même l'impression que si on regarde le terreau local, le tissu local des PME et des ETI, les administrateurs sont souvent des associés et donc des porteurs de parts. Il y a tous les cas de figure. J'ai l'impression, j'ai l'impression, je ne suis pas suffisamment rentré dans la structure juridique des sociétés que je peux connaître, mais j'ai l'impression que c'est quand même ça. Et alors qu'ici, on est sur des administrateurs indépendants. Alors, qui ont peut-être... Ah, pas que. On a eu dans chacune des promotions des représentants du capital familial. Il y a peut-être deux catégories. Enfin, il y a même plus parce qu'on a eu des salariés du conseil d'administration de VM Matériaux, de Fleury Michon, ainsi de suite. Non, mais peut-être pour aller dans le sens de ce que disait monsieur, lui, il est patron de sa SARL, il souhaite pouvoir se former pour pouvoir rentrer, c'est ce que j'ai compris, dans une société qu'il ne connaît pas aujourd'hui comme administrateur. Donc là, il est dans une catégorie qui, moi, m'intéresse. Je suis en fin de carrière, on va dire, professionnelle. Donc je souhaite continuer à avoir des activités et ça m'intéresse. Mais je ne serai ni salarié, ni a priori porteur de part de n'importe quelle société. Donc je viens plutôt comme administrateur. Indépendant. Ouais. Ça m'intéresse de me former. Tout existe. Mais c'est intéressant si on trouve un mandat derrière. Bien sûr. Il peut y avoir aussi des gens, des business angels qui souhaitent se former pour intégrer des conseils où ils sont déjà dans des conseils d'entreprise dans lesquels ils ont investi, mais ils souhaitent être ailleurs, conseillers. Ça. Monsieur peut très bien aussi faire évoluer un jour sa SARL en disant mais pourquoi je ne la mettrais pas en SA ou en SAS, ainsi de suite, avoir un comité stratégique. Voilà, c'est ce genre de truc qui peut être considéré une fois qu'on peut-être on s'est mieux renseigné sur tout ce contexte, en voyant des cas pratiques, ainsi de suite. Quoi. Je comprends parfaitement. Mais si je me concentre cette fois-ci sur le cas personnel, quelle est dans je dirais, la proportion des gens qui ont fait la formation des 4 promotions précédentes à Audencia, quelle est la proportion de gens qui se sont formés sans avoir, a priori, un mandat soit familial, soit salarié, soit d'association, qui sont venus en disant la moitié, ouais. 40 à 50%. 40 à 50%. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Certains, alors ça dépend la promotion, certains ont trouvé un mandat
ou d'autres avaient. Alors, parce que dans les 50%, effectivement, 50% n'avaient pas. Certains avaient des pistes quand ils l'ont fait, Oui. mais qui n'étaient pas complètement, je dirais, finalisées. Et la formation a donné, on va dire, une crédibilité ou une différence sur des listes. Parce que j'ai envie de vous dire, pour rebondir, je prends un exemple. Quand on est une femme et quand on est à 15% versus 40%, il est bien évident que une femme formée qui dirait qu'elle a la volonté de le faire, je pense que c'est plus facile pour une femme maintenant de trouver un mandat pour les raisons qu'on a évoquées qu'un homme. Ça, c'est voilà. Ça, c'est un fait. Par contre, ce qu'on a fait aussi, ce qu'il disait, c'est qu'à un moment, il y a eu, dans le cadre de la formation après, on a aussi donné la possibilité aux personnes, à un certain moment, certains ont eu un abonnement pendant 6 mois, ont eu accès à l'IFA, et ce qui leur a permis effectivement de se mettre en contact avec cette bourse de marché. Et puis une partie des personnes, donc j'ai envie de dire qu'une moitié a trouvé un mandat dans l'horizon, c'est-à-dire sur les 50%, on a à peu près une moitié qui a fini par trouver un mandat. Donc la promotion est terminée, la 3e promotion est terminée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, puisqu'on remet le certificat jeudi. Ouais. Donc j'ai envie de dire que eux, ils sont encore en phase de moisson, mais une partie était déjà en mandat. Donc voilà, oui, notre rôle c'est d'aider. C'est aussi pour ça qu'on sait que la NAPF, IFA et nous sommes associés, c'est-à-dire qu'on essaie de faire matcher l'offre et la demande, si je puis dire. Et d'exposer un maximum les personnes qui suivent la formation au lieu où justement il y a des personnes qui sont en demande d'administrateurs. Alors deux commentaires complémentaires. Enfin, oui. La première qui va tout à fait dans le sens de réseau, ainsi de suite. C'est que les 3 promos aujourd'hui se connaissent et se rencontrent. Et parce qu'ils ont senti que ça peut être une valeur ajoutée de se connaître entre eux, voilà, ils ont eu la même expérience, donc ils souhaitent continuer, et je sais qu'ils font voilà, des petits dîners en ville, ainsi de suite, pour réseauter entre eux. Le deuxième point, c'est que la formation des femmes qui se passe dans différentes instances a professionnalisé aussi le monde des conseils d'administration. Du coup, un certain nombre de conseils aujourd'hui mettent la barre plus haut en termes d'exigence. Donc on a vu arriver à l'IFA des hommes qui pensaient pouvoir se dispenser de formation, qui se sont dit mais sur le marché je ne suis plus concurrentiel. J'ai besoin d'avoir une formation face à des femmes qui ont fait la formation. Et donc il y a un effet d'entraînement par les femmes, voilà, sur les hommes. Mais il faut savoir, il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, le monde est concurrentiel. Quelqu'un qui n'a jamais été dans un conseil d'administration ou un conseil de surveillance et qui n'a pas de formation, la chance ou l'opportunité d'avoir un poste est quasiment nulle, sauf si vous intégrez le conseil d'un copain. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Si vous allez chercher un poste d'administrateur indépendant et que vous avez ni l'un ni l'autre, zéro chance. Je crains d'avoir le défaut du cheveu blanc. Le défaut du cheveu blanc. Je crains que l'âge ou la jeunesse soit un handicap pour décrocher le... En fait, je l'ai vécu. J'étais responsable d'audit pour la FNOR et on m'a souvent sorti le défaut du cheveu blanc. Et je crains que pour intégrer un conseil d'administration, ça soit un petit peu le cas. D'être trop jeune, de juger trop jeune. Non, parce que si vous faites... Il y a de très bonne teinture. Non, mais ça vient, mais j'en ai pas. Non, mais n'oubliez pas qu'il y a une extrême variété d'entreprises, y compris des jeunes entreprises qui sortent, voilà. On a fait ici, là, une conférence au mois de décembre sur la gouvernance des startups. Évidemment, comme le disait, je crois peut-être Damien ou Anne tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui créent leur start-up, ils ont tout de suite ce souci de mais, comment je vais m'entourer pour prendre des bonnes décisions stratégiques. Et donc, ils souhaitent constituer un conseil très vite. Ça peut démarrer par un conseil stratégique qui va évoluer progressivement, mais
voilà, ils peuvent être très intéressés par des gens relativement jeunes aussi, hein, parce que voilà, ils ont d'avoir un gap d'âge, c'est pas forcément toujours bienvenu ou confortable au départ. Donc en fait, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. D'ailleurs, on le voit aussi dans des entreprises plus structurées, familiales, qui se soucient d'intégrer les jeunes générations progressivement dans leurs conseils, parce que ils savent très bien aussi que les nouvelles générations ont des idées différentes et qu'il faut irriguer aussi par des approches différentes selon les tranches d'âge. Non, il n'y a aucun... Vous ne faites pas de soucis sur votre âge. Non, et puis vous savez, on voit bien, nous, on étudie, il y a puis une nouvelle tendance même dans les organes opérationnels, c'est-à-dire que là récemment, Accor Hôtel annonçait ça, Adecco annonce la même chose, c'est-à-dire qu'ils font des conseils, des comités stratégiques de sorties, donc ça veut dire de gens qui ont 30 ans et moins, c'est-à-dire qui sont là pour challenger les décisions du comité exécutif. Donc on leur donne en avance, etc. Parce qu'ils se rendent compte, avec l'ubérisation de l'économie, je cite ces deux entreprises-là parce que finalement elles y sont énormément confrontées, qu'à un moment, le cheveu blanc, à tort d'ailleurs en sens inverse, parce que se dire il est forcément plus loin des attentes de nos clients à venir ou futurs, et on a besoin d'apporter cette valeur. Donc la tendance, elle est pas forcément là. Je pense que de plus en plus ce qu'on va poindre, c'est la compétence. C'est-à-dire se dire qu'est-ce que la personne peut m'apporter. Et j'ai envie de vous dire que dès lors que vous sortez du schéma justement administrateur, c'est ma relation, ma connaissance, j'ai envie de dire que quand on échange avec les dirigeants, ils sont plutôt en attente de se dire qu'est-ce que la personne peut réellement m'apporter. Parce que si une fois que vous avez oublié le copinage, ou en tout cas le premier cercle, les dirigeants sont pas idiots. En général, ils cherchent plutôt des gens qui peuvent leur apporter quelque chose. Très honnêtement. Donc... on est toujours le jeune de quelqu'un ou le vieux de quelqu'un, donc je pense qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à ça, croyez-moi. Non, je faisais le commentaire vendredi dernier, la conférence NAPF sur la digitalisation ou la transformation digitale des entreprises. Et une des grosses angoisses aujourd'hui des conseils d'administration, c'est réellement de savoir mais qui va être le Airbnb qui va mettre mon business en l'air. Et donc franchement toutes les générations sont bienvenues pour éviter de ne pas voir l'obstacle ou le concurrent de demain. C'est crucial aujourd'hui. Il y a beaucoup de conseils qui sont vraiment angoissés en se disant mais on n'a pas forcément les bons observateurs. Enfin, vu de NAPF, l'enjeu c'est celui de la pluralité en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a peut-être encore 20 ans, le chef d'entreprise qui était vraiment capable de tout faire, le leader incontesté et sans lequel l'entreprise était vouée à l'échec, sans lequel l'entreprise était vouée à l'échec. Aujourd'hui, c'est plus tellement ça, quoi. Les évolutions sont tellement accélérées. L'enjeu du digital, même si vous êtes un bon patron, un bon manager avec une bonne vision, avoir la sensibilité du digital, de qu'est-ce que ça remet en cause, dans quel domaine on va d'abord investir, quels vont être les projets prioritaires, comment on va les piloter. Pour ça, c'est absolument vital de s'entourer de personnes qui ont cette sensibilité-là, qui ont ce regard. Voilà. Même chose dès qu'on parle d'internationalisation. Comment faire pour intégrer quelqu'un qui a déjà vécu à l'étranger, par exemple dans mon conseil d'administration, si jamais j'envisage de m'attaquer au marché allemand, anglais ou américain. Si vous avez quelqu'un qui connaît ce marché-là, qui a vécu à l'étranger, c'est énorme. Donc je crois vraiment que cette capacité à s'entourer, ça j'ai toujours entendu dire ça, qu'une des clés d'un bon patron, c'était sa capacité à s'entourer. Aujourd'hui, on réfléchit à s'entourer, certes par des dirigeants, mais aussi bien s'entourer dans les processus de décision, la manière dont les décisions sont prises pour qu'elles soient partagées.
pour qu'il y ait une vraie altérité, une vraie confrontation qui fait que quand on prend la décision, on la prend avec force, parce qu'on a la force de l'équipe, et que si les choses ne se passent pas très bien en plus, à mon avis, on l'assume d'autant plus qu'elle aura été partagée, la décision. Sinon, le monde est tellement compliqué que c'est difficile de se reposer uniquement sur soi-même pour, je pense, prendre les bonnes décisions. Donc le maître mot, c'est la pluralité, ce qui veut dire, je crois que c'est vraiment à chacun de croire à sa singularité, à ce qui constitue le propre de son expérience, et d'essayer d'identifier en fait des entreprises qui vont avoir besoin de ce type de profil. Voilà. Maintenant, en France, le marché n'est pas structuré. C'est un marché off, on dit. Voilà, donc NAPF s'interroge, comme le disait Anne, qu'est-ce qu'on peut essayer de favoriser? On est une place, on va essayer de favoriser la relation, la rencontre, que ce ne soit pas un cercle étroit de cooptation, que ça soit déjà un petit peu plus large, c'est-à-dire que des personnes qui ne se connaissaient pas, en recherche d'administrateurs, eh bien, rencontrent des candidats administrateurs. Là, on va essayer de regarder sous quelle forme on peut favoriser ce type de rencontre. Et puis peut-être que dans 5 ou 10 ans, ce sera un vrai marché plus structuré et qui permettra de regarder large. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ceux qui sont passés par cette formation sont intéressés par cette démarche-là, parce qu'ils voient bien que aujourd'hui on procède par cooptation et qu'il faut essayer de décloisonner, d'ouvrir, d'élargir. Et donc ils vont devenir, pour certains d'entre eux, tout à fait partie prenante des réflexions qu'on va piloter. Donc je pense faire cette formation, c'est aussi une manière d'être un peu pionnier d'un marché qui est peut-être en train petit à petit de se développer, aussi par nécessité du fait des évolutions législatives, hein, et de se structurer. Voilà, donc je pense que c'est une aventure à vivre comme pionnier. Hein. Je sais pas si on peut dire ça. C'est intégrer un réseau complémentaire. D'autre part, cette formation aussi couvre beaucoup de dimensions en termes de taille, côté, pas côté, part du capital importante entre quelques mains ou capital extrêmement dispersé. Donc en fait, on voit beaucoup de cas de figure et on vous apprend aussi, parce que les postures ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la façon dont le capital est éclaté ou pas. Et donc votre conseil d'administration, si le capital est très dispersé ou pas, peut se retrouver par exemple retoqué en assemblée générale ou pas. Enfin bon, on vous apprend toute cette problématique parce que voilà, ça se joue, c'est du billard à 2-3 bandes en fonction des circonstances. Donc il faut mieux connaître les règles du jeu. Je me rappelle toujours dans la première promo, une chef d'entreprise d'ici, de la région nantaise, qui dirigeait son conseil d'administration déjà depuis 5 ans, nous a dit, mais j'aurais dû faire ça il y a bien longtemps. Finalement, je ne connaissais pas les règles du jeu. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de sottises, et maintenant, ça va beaucoup mieux aller, quoi. Donc même avec 5 ans de pratique, elle reconnaissait finalement qu'elle avait appris beaucoup, quoi. Chantal. Je veux dire qu'avant de m'occuper de l'APF, j'ai travaillé en fait dans le grand groupe industriel et ensuite j'ai créé mon entreprise. Donc j'ai pas une grande expérience en fait de gouvernance dans l'entreprise. Mais là, au sein de NAPF, j'ai la chance d'avoir finalement un bureau dont on fait partie de gens qui connaissent tous en fait la posture, qui ont tous travaillé cette posture d'administrateur d'une certaine manière. Damien est très modeste, il a dirigé le réseau Entreprendre d'un département d'à côté. Et donc il connaît quand même un peu le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que ça donne quand même, quand on pilote les opérations, ça donne beaucoup de confiance et de sécurité, de savoir qu'on a validé ces options, de savoir qu'elles sont comprises, qu'elles sont actées, qu'elles sont encouragées, d'avoir été confronté en fait et d'avoir pris conscience à l'avance que finalement j'avais une certaine vision qui était la mienne, mais il y avait certaines composantes que je n'avais pas intégrées, et donc je vais changer un peu
mon angle d'attaque, et tout ça dans un esprit de construire en fait. On n'est pas là pour casser, quoi. On est vraiment là dans l'esprit de construire l'entreprise et de construire l'avenir. C'est une grande chance de pouvoir piloter de cette manière-là une entreprise, qui est une association en La grosse l'occurrence. différence, c'est que ce n'est pas un conseil exécutif bis, hein, puisque le conseil d'administration, c'est aussi quand même l'interface avec les actionnaires. Et donc, quelque part, il y a d'autres attentes de la part des actionnaires que de la part de l'intérieur de l'entreprise. Donc, il faut aussi que les décisions les plus stratégiques soient bien comprises des actionnaires, supportées par les actionnaires, sinon, ils vous retoquent en assemblée générale, quoi. Donc, c'est pas le même jeu. On n'est pas dans l'exécutif. On est on est au-delà sur les décisions les plus fondamentales de l'entreprise qui doivent être supportées par les actionnaires. Ouais, c'est vrai, c'est une relation à double sens, hein. C'est aussi le dirigeant qui doit se dire comment est-ce que je fais pour faire comprendre en fait à mes actionnaires, à la famille aussi qui détient la majorité du capital, comment je lui fais comprendre les grands rendez-vous stratégiques de l'entreprise. Exactement. Comme dirigeant, quand on est dans l'opérationnel et qu'on le vit totalement, on n'est pas forcément le mieux placé pour faire passer ces types de messages. Les administrateurs peuvent être de vrais relais. Les administrateurs peuvent être de vrais relais. Ouais. Ouais, absolument. D'autres questions? Est-ce que certains d'entre vous sont dans des associations? Non, donc le monde de l'entreprise. Oui. J'ai une association, mais de zone industrielle, sans regroupement d'entreprise. Est-ce que vous avez des décisions de gouvernance? Oui. De toute façon, à partir du moment où vous avez une association, il y a quelque part, il y a un enjeu. Sinon, l'association n'existerait pas. D'accord. Et vous avez un bureau avec vous? Donc, vous êtes en gouvernance, implicitement. C'est vrai que les chefs d'entreprise qui participent à nos travaux, en fait, très souvent, moi j'en remarque deux choses. D'abord, certains ne s'aperçoivent pas qu'ils font de la gouvernance sans s'en apercevoir, et d'autres, aussi assez nombreux, assimilent la gouvernance à leur style de management. Et moi je trouve que c'est un vraiment, enfin, il me semble que c'est un vrai sujet, et c'est vraiment un sujet intéressant en fait que de bien distinguer gouvernance et style de management. L'espace public aussi représenté, hein, ou peut être représenté. On a, dans les membres de l'IFA, on a des organismes parapublics. Ici, dans la 3e promo, on avait quelqu'un qui était secrétaire général d'une des instances de Nantes Métropole. Et voilà, qui trouvait que c'était extrêmement enrichissant pour elle de venir confronter voilà, les gens du monde de l'entreprise. Sophie Bossy, Caisse d'épargne. Donc, moi j'ai eu l'occasion d'avoir quelques mandats dans le cadre de mandats qui sont tenus par la Caisse d'épargne et qui sont parfois délégués à certains de leurs salariés au sein de SEM, puisqu'on participe au capital de Société d'économie mixte. Maintenant, moi j'ai une question plutôt sur le profil des administrateurs, parce que tout à l'heure vous parliez de singularité. Il s'agissait de valoriser le petit plus ou la différence qu'on pourrait apporter justement au sein du conseil d'administration. Ça veut dire que, en fonction du besoin à un instant T de l'entreprise, déjà le choix de l'administrateur sera différent forcément, mais pour autant, n'y a-t-il pas malgré tout un profil type ou des compétences clés qui sont indispensables pour intégrer un conseil d'administration? Moi, il me semble qu'un des éléments clés, c'est la posture. C'est-à-dire la posture du dirigeant ou posture de l'administrateur, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a une adaptation comportementale qui est assez importante. Ça demande un travail. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, si vous recherchez pour un de vos organismes, par exemple, vous allez forcément comparer quelques personnes qui sont intéressées. Et vous allez bien évidemment assez vite
essayer de retrouver dans l'expérience, voilà, quelles sont les expériences de gouvernance dans des mondes similaires ou pas, qu'est-ce que ça peut vous amener ou pas, et savoir aussi si cette personne a, par exemple, une formation à la gouvernance, parce que pour vous, ce sont des garanties supplémentaires. Donc, que finalement, le mandat sera bien tenu. Hein, c'est quelque part que... Je vous disais tout à l'heure, avant qu'on démarre cette séance, et je partage ici avec d'autres personnes, hein, c'est que dans cet esprit-là, par exemple, le MEDEF au niveau national nous a approchés au niveau de l'IFA pour que nous fassions des sessions de formation pour tous les mandats qu'ils fournissent à droite à gauche. Et je disais par exemple que sur le 44, juste le 44, le MEDEF a quelques 500 personnes en position d'administrateur dans différentes instances, y compris peut-être vous-même, non? Justement, ça une question, c'est que je suis adhérent au MEDEF et ils me proposent régulièrement des mandats. Et est-ce que une formation telle que celle-ci est un atout ou pas? Bien sûr, puisque eux-mêmes le demandent, ils disent, mais la plupart de nos adhérents que l'on positionne dans des conseils, parce qu'on veut absolument être représenté, et c'est des fois la loi qui le définit, et ainsi de suite, bah, ils nous disent faites-nous des formations pour nos adhérents. Et bah, évidemment, si vous faites cette formation, vous avez besoin de refaire la formation qu'on pourrait lancer avec le MEDEF voilà, dans les prochains trimestres. Mais voilà, c'est exactement ça. Mais on ne se rend pas compte que des organismes comme ça ont des centaines de mandats. Des centaines de mandats. Donc voilà, la caisse d'épargne, elle en assure un certain nombre aussi, et bien d'autres. Donc, en fait, il n'y a pas que le monde de l'entreprise au premier degré. Pour nous, c'est plutôt facile de trouver des administrateurs puisqu'on les prend directement chez nous. Donc, effectivement, ça va souvent être des directeurs de centres d'affaires qui vont prendre le mandat. Mais quand je parlais de profil type, j'imaginais qu'effectivement, on était plus attirés pour recruter, par exemple, des dirigeants d'entreprise qui ont déjà eu une expérience ou des cadres dirigeants plutôt que quelqu'un qui va faire une formation de ce type. Voilà, moi, c'était un petit peu la question. Et certaines banques mutualistes ou coopératives nous sollicitent aussi pour injecter des formations complémentaires avant de nommer les gens, même s'ils sont pris en interne. Oui. Peut-être une réponse avec un autre éclairage pour répondre à votre question. Il ne faut pas non plus perdre de vue que quelque part c'est quand même le président du conseil ou le chef d'entreprise, enfin souvent le PDG qui va recruter un administrateur, et que finalement ça se passe un peu comme un recrutement et qui va définir le profil de l'administrateur dont il a besoin en fonction du profil de ceux qui sont déjà en place, parce qu'il va essayer quand même d'avoir des gens qui sont un peu différents, qui couvrent des domaines d'activité différents. Et s'il a dans son conseil déjà des gens qui sont techniciens, il aura peut-être plus envie de faire entrer un financier, ou au contraire, s'il est déjà entouré de financiers, de faire entrer quelqu'un de plus technique ou de plus international. Donc je pense que chaque cas est un peu un cas différent, et le profil de l'administrateur, il va vraiment être décidé par le recruteur, qui en l'occurrence est quand même souvent le PDG, en fonction de ce qu'il a déjà dans son paysage, si je puis m'exprimer. Et quand l'entreprise est un peu plus grande, c'est le comité de rémunération qui planche sur le profil, qui le fait valider en conseil, et après ça part à l'extérieur. Donc il y a une démarche comme pour un dirigeant. En fait, dans le marché réellement du recrutement extérieur, quand ça passe par cabinet, il n'y a pas de différence entre le recrutement d'un dirigeant interne ou d'un administrateur externe. Il n'y a pas de différence réellement fondamentalement. On part d'un document qui a été validé par le conseil dans les deux cas. Puis le fait d'avoir eu un mandat appelle un mandat aussi, hein, dans votre cas d'espèce. Il faut être clair aussi. Hein. Ouais. Voilà, c'est la prime au premier mandat. C'est la prime au premier mandat qui est souvent la plus difficile. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Jusqu'à combien de mandats on peut exercer?
5. 5, mais ça ne comprend pas les SAS, donc, dans lesquels vous pouvez avoir, étant conseil aussi, hein, ça ne comprend pas les comités stratégiques, qui, la plupart du temps, fonctionnent comme des conseils, sauf qu'ils ne sont pas enregistrés au niveau du CABIS. Ça ne comprend pas les SARL, ça ne comprend pas les associations, ainsi de suite. C'est 5 mandats et ça. Et ça ne comprend pas les mandats étrangers. Ni les filiales du groupe dans lequel vous êtes. Donc si vous êtes au niveau de la maison mère, vous pouvez très bien être encore administrateur de filiales, ça ne compte pas. Donc c'est illimité en dehors de la SA en fait. Il n'y a pas de limitation. Absolument. Ah oui. Absolument. Enfin, dans les... Par le temps, Oui, oui. Soyons, nous ce que l'on dit, hein, c'est que aujourd'hui, en 2016, si vous signez pour un mandat, engagez-vous pour 12 jours de disponibilité pour cette entreprise. Parce qu'il n'y a pas que les réunions. La moyenne des réunions, des conseils formels, ça va être 6, 7, 8 fois dans l'année. Mais on vous envoie de la documentation avant, on va vous demander des avis après. Il y aura des visites de sites, des salons, vous serez invité à ceci, à cela. Donc, voilà. Et puis, le chef d'entreprise pourra être tenté de vous appeler le samedi pour discuter d'un point qu'il soucie, et ainsi de suite. Donc, il faut compter une douzaine de jours. Il faut savoir que en Grande-Bretagne, on est plutôt sur 20-25 jours. C'est beaucoup plus professionnel. Il y a beaucoup plus de réunions et beaucoup plus d'engagement. Et en France, le record, c'est Auchan. Jusqu'à 40 jours. Donc un mandat chez Auchan, c'est 40 jours. Donc autant dire, vous ne pouvez pas être salarié lambda pour être dans un mandat Auchan. Donc en fait, là aussi, c'est de l'interne, quoi. Mais c'est ça le spectre. Alors si c'est la petite boîte de votre copain, ainsi de suite, peut-être que ça va démarrer avec 5-6 jours, mais sachez que si réellement vous signez sur un poste d'administrateur indépendant, comptez 12 jours pour être bien, pour ne pas être surpris. Ça peut être utile de s'informer du nombre de conseils. Absolument. Ah ben là aussi, voilà, on vous dit tout ce qu'il faut demander avant les statuts, les packs d'actionnaires, enfin tous les éléments. C'est comme quand vous achetez votre maison ou vos appartements, les PV des 3 dernières années du conseil syndical, et ainsi de suite. Donc il y a les équivalents dans les entreprises, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de petites surprises dans des entreprises que vous ne connaissez pas bien. Mais ça reste passionnant. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui veulent se former pour avoir donc ce type de responsabilité. Est-ce que tu constates des dirigeants d'entreprise, des patrons d'entreprise en fait, qui incitent, alors certes certains incitent des membres de leur comité de direction qui sont salariés de l'entreprise à suivre une formation pour devenir en fait administrateurs de leur propre entreprise, mais qui les poussent à devenir administrateurs d'autres entreprises en se disant que ça va être une expérience extrêmement enrichissante. Ça peut arriver occasionnellement, mais enfin, je n'ai pas connaissance d'un flux massif dans ce sens-là. Non, mais par contre, des conseils qui nous envoient leurs membres en formation, oui, il y en a, puisqu'on a des adhésions groupes à l'IFA, et ça nous arrive d'avoir plusieurs membres en formation en même temps au cours d'une session. Mais bon, un petit peu dans le même esprit que sur la deuxième promo, par exemple, on avait vu 2 membres de Fleury Michon, ou la première promo, il y avait 3 membres de VM Matériaux. Voilà. Non, il n'y a rien à faire. La tendance de fond, c'est la professionnalisation. Parce que la concurrence pour les entreprises est de plus en plus dure.
Donc il faut prendre des décisions meilleures, plus souvent, ainsi de suite. Donc il faut être mieux entouré. Il faut être mieux entouré. Donc on essaie de faire un certain nombre de cas d'entreprise pendant ces sessions pour vous obliger un petit peu à réagir, à voir les éléments de surprise qui peuvent arriver dans la vie d'une entreprise, parce que voilà, on connaît relativement bien son entreprise, mais on ne voit pas forcément tout ce qui peut se passer dans le monde extérieur. Donc on vous amène des cas de société cotée, du non coté, voilà, un peu tous les univers, de façon à ce que ça enrichisse un petit peu votre réflexion. Et provoque aussi des relations différentes entre les membres de la promo, quoi. Oui. Et vous préconisez des mandats de quelle durée à peu près comme administrateur souvent? Alors aujourd'hui, c'est entre 4 et 6 ans. La tendance est plutôt à 4 ans. La tendance est plutôt à 4 ans. En termes de responsabilité, qu'est-ce que ça engage pour un mandat? Énorme. Ça aussi, on vous informe bien de ça. Non, c'est pas du. Alors, il y a plusieurs cas de figure. J'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, le comité stratégique d'une SAS, qui n'est pas enregistré au CABIS. Pour qu'on vous poursuive juridiquement, ça va être un peu compliqué. Sauf s'il y a des preuves. Après, vous avez le conseil de surveillance qui est un peu moins engageant en termes de pénal, parce que le conseil de surveillance surveille et n'est pas solidairement responsable des agissements du chef d'entreprise. Et si vous êtes en conseil d'administration, vous êtes totalement alignés, tous ensemble, entre vous et avec le chef d'entreprise. Donc c'est la situation la plus impliquante. Donc il vaut mieux connaître les règles du jeu, savoir à quoi vous engagez, quelles sont les poursuites, c'est quoi la jurisprudence. Donc on vous amène tout ça, le rôle du commissaire aux comptes, le rôle de l'avocat, le rôle de ceci, ainsi de suite, tous les intervenants qui vous aident aussi à vous positionner dans ces débats. Et à suivre aussi un petit peu tous les signes faibles de l'entreprise, les petits dérapages que vous pouvez observer, voilà, à quel moment vous devez dire, attendez, hop, là, ça devient un sujet de conseil d'administration, je veux voir le truc à l'agenda, comment je fais pour que ça vienne à l'agenda, comment je fais le suivi de ça, si je ne suis pas d'accord avec les autres membres du conseil, comment j'enregistre ça, pour me protéger juridiquement pour après. S'il y a un procès, ainsi de suite. Tout ça est vu pendant cette formation. Voilà, donc on fait intervenir, voilà, il y a le cabinet de loi, il y a le cabinet FIDAL, voilà, il y a l'IFA, il y a les experts voilà, d'Audencia. Enfin, on essaye de, voilà, y compris des psychologues ou des gens qui permettent de travailler sur la posture aussi, puisque un conseil d'administration, il n'y a personne qui reporte à qui que ce soit, hein, donc il faut faire des décisions collectives entre gens qui ne se reportent pas. Donc c'est un peu compliqué, voilà, mais on y arrive. D'autres questions? Là, après, on peut aussi échanger informellement lors d'un petit verre, mais ceux qui veulent se lancer encore peuvent. Si quelqu'un a une question sur un APF, je vous laisse à disposition. On a un certain type de documentation que nous avons pour répondre à vos questions, à la fois sur un APF et sur aussi la formation en tant que telle. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille prendre un verre et que je suis sûr que les questions viennent toujours autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci.